Bonjour à tous, donc troisième épisode de Gaulle. Hein, voilà. Donc la dernière fois je vous ai montré plusieurs livres. Donc je vous rappelle surtout l'essentiel, c'est le livre d'actualité, quoi, celui qui est sorti il y a peu de temps. Et parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur j'allais dire Napoléon, mais c'est un peu du même ordre, quoi. C'est un personnage qui a suscité énormément de biographies. Et donc De Gaulle de Jean-Luc Barré, L'homme de personne. Alors c'est le premier tome, 1890-1944, voilà, celui-ci. Donc c'est aux éditions Grasset. Donc c'est le livre de référence pour cet épisode, quoi, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, vous voyez, De Gaulle, Paul Maré de la Gorce, c'est un livre ancien, hein, voilà. Et c'est pour aboutir donc à un genre de roman historique. C'est pas vraiment un roman historique, c'est plutôt un roman humoristique, mais qui revient dans le passé, quoi. Donc c'est de Georges-Marc Benamou, donc pour le dernier épisode, c'est le général a disparu, hein, qui évoque la fin de l'épisode de Gaulle, quoi, hein. Voilà, Georges Benamou. Voilà, voilà. Donc je vais vous lire des passages de ce livre très bien écrit, très documenté, très précis. Voilà. Donc là j'en étais à quelle page? Sur mon petit cahier, page 646. Alors, occupation américaine, point d'interrogation. Page 646. 646. 646. 646. Donc, le général décide de dépêcher outre-Atlantique André Philippe, épigone vertueux de la démocratie et de la République parlementaire, pour porter une lettre personnelle du dirigeant de la France combattante au chef de l'exécutif américain, lequel n'en prendra connaissance que le 20 novembre 1942, lors de l'audience qu'il finira par accorder à l'émissaire de Carlton Gardens, 3 semaines après son arrivée, à l'émissaire de Gaulle. Ce message dense, émouvant, où il s'explique longuement sur sa décision du printemps 40 et où, se défendant d'aspirer à la dictature, il prend soin de mettre en relief l'identité morale représentée par la France combattante. De Gaulle l'a-t-il écrit dans l'espoir d'infléchir l'attitude de Roosevelt à moins d'un mois du déclenchement de l'opération Torche. Torche, c'est l'opération d'invasion de l'Afrique du Nord, enfin, c'est le débarquement au Maroc. Voilà. Peine perdue en ce cas, puisqu'il ne sera lu par son destinataire qu'une fois le débarquement réalisé. Ou a-t-il rédigé pour prendre date, comme semble l'indiquer cette solennelle mise en garde? Si la France fut-elle libérée par la victoire des démocraties, se faisait à elle-même l'effet d'une nation vaincue, il serait fort à craindre que son amertume, son humiliation, ses divisions, loin de l'orienter vers la démocratie, l'inciterait à s'ouvrir à d'autres influences. Ce n'est pas là un péril imaginaire, car la structure sociale de notre pays va se trouver plus ou moins ébranlée par les privations et les spoliations. J'ajoute que la haine de l'allemand, actuellement très violente, parce que l'Allemagne est présent et vainqueur, s'atténuera beaucoup vis-à-vis de l'allemand, absent et vaincu. Nous avons vu déjà cela après 18. En tout cas, quelques inspirations qu'accepte une France qui sera jetée dans une situation révolutionnaire, la restructuration européenne et même l'Organisation mondiale de la paix s'en trouveraient dangereusement faussées. Il faut donc que la victoire réconcilie la France avec elle-même et avec ses amis, ce qui n'est pas possible si elle n'y participe pas. Votre nom et votre personne ont en France un prestige immense et incontesté. C'est de la flatterie un peu. Hein. La France sait qu'elle peut compter sur votre amitié. Mais enfin, dans votre dialogue avec elle, qui peut être votre interlocuteur? Est-ce la France d'hier? Les hommes qui en furent les plus représentatifs me font dire qu'ils se confondent avec nous. Est-ce la France de Vichy?
Peut-être pensez-vous que ces chefs pourraient un jour reprendre les armes à nos côtés. Hélas, je ne le crois pas. Mais en admettant que cela fût possible, il existe actuellement une certitude, c'est qu'ils collaborent avec Hitler. Dans vos dialogues avec eux, il y a toujours ce tiers présent. Est-ce la France de demain? Comment savoir où elle réside tant qu'elle n'aura pas désigné ses chefs par une assemblée librement constituée? En attendant, ne faut-il pas que la nation française ait cependant la preuve qu'elle n'a pas quitté le camp des Alliés et qu'elle est politiquement présente, comme elle l'est malgré tout, et pour nous militairement et territorialement? Lorsqu'il reçoit les envoyés de De Gaulle, André Philippe et Adrien Tixier, le président des États-Unis, flanqué de Summerwells, balaie tout espoir de rapprochement. Roosevelt est d'autant moins bien disposé à leur égard que les deux hommes, après avoir manqué un premier rendez-vous, ont débarqué en retard à la Maison-Blanche. La question est vite tranchée. La France n'existe pas en tant que France, leur assène Roosevelt. Quand auront lieu les élections? Après le débarquement, nous saurons qui est la France. Pour le moment, la France n'existe pas et De Gaulle n'a pas le droit de parler en son nom. Je ne suis pas un idéaliste comme Wilson. Je suis un réaliste. Je vais épargner la vie de nos boys. Darlan m'a donné l'Afrique du Nord, vive Darlan. Si Laval me donne Paris, vive Laval. Si le maréchal me donne la France, vive le maréchal. Le chef de la Maison-Blanche entend bien se mêler de la suite et remettre la France dans le droit chemin. Il annonce à ses interlocuteurs qu'un corps de spécialistes politico-militaires est d'ores et déjà à l'entraînement pour assurer le moment venu l'administration du pays en attendant le rétablissement de la démocratie. Ce à quoi l'impulsif André Philippe lui aurait rétorqué: Monsieur le Président, pour le peuple français, un occupant étranger n'est qu'un occupant. Voilà. Chaud d'ambiance. Voilà, c'est pour ça que dans les années 60, la chanson de Sardou sera interdite. Hein. Si les Américains n'avaient pas été là, qu'est-ce qu'on serait devenu, etc. Mais c'était un jeune homme, Sardou. À l'époque, il ne se rendait pas compte de tout ce qui s'était passé, de l'hostilité qui était très vive. De Gaulle n'a jamais participé, par exemple, aux cérémonies du 6 juin, du débarquement, où il y avait essentiellement des Américains, enfin des Anglo-Saxons. Voilà le contexte qu'il faut expliquer. Voilà. Ensuite, page 657, Alger. 657, Alger. Que sait-on alors à Carlton Gardens? Les manœuvres américaines en direction de Darlan. De Gaulle convoque ce jour-là l'amiral Stark, l'un des deux représentants des États-Unis auprès de la France combattante. Résolu à interférer dans le processus en cours, il a l'intention d'envoyer en Afrique du Nord une mission composée de Pleven, Biot, Freinet et Emmanuel d'Astier. Projet qui perdra toute raison d'être dès le lendemain. L'évolution des choses se précipite à Alger. Ce dont il est déjà informé dans un télégramme d'Adrien Tixier, on ne peut plus expliquer. Il paraît certain que Roosevelt a l'intention de maintenir au pouvoir les autorités de Vichy en Afrique du Nord, si elles se rallient. Déterminé à nettoyer la situation aujourd'hui, selon la consigne d'Eisenhower, son adjoint direct, le général Clark brandit la menace de traiter avec Giraud si l'amiral persiste dans ses atermoiements. La réaction de Darlan ne se fait pas attendre. À midi, ce 9 novembre, il se déclare prêt à ordonner la suspension des hostilités, désavoué officiellement par Pétain, sur pression de Laval et des autorités allemandes, mais arguant de l'accord intime du maréchal qui n'ira pas toutefois jusqu'à le rejoindre, par peur de l'avion, dit-on. L'amiral prend prétexte de l'invasion de la zone libre pour basculer dans l'autre camp. Le 14 novembre, il se proclame haut commissaire en Afrique du Nord. Quant à Giraud, imposé par les Américains en dépit de la forte hostilité de la plupart de ses pairs, Noguès en tête, il se voit promu commandant en chef des forces terrestres et aériennes. Un rôle certes inférieur à ce qui lui avait été promis, mais dont Kingpin de la cheville ouvrière, comme le surnomme ironiquement Franklin Roosevelt,
feindra de s'accommoder dans l'espoir d'un sort meilleur. Confronté à ce nouveau défi, le plus inquiétant sans doute, auquel il est dû faire face depuis son entrée en dissidence, Charles de Gaulle brandit aussitôt la seule arme dont il dispose vraiment, l'argument moral, la bascule de l'Afrique du Nord au lendemain de la victoire d'El Alamein et de la contre-offensive lancée par l'armée rouge à Stalingrad, constitue en soi un véritable succès militaire pour la coalition alliée. Succès que le général a d'ailleurs salué comme tel dès l'annonce de l'opération Torche. Mais pour lui, cette avancée est annihilée par la promotion accordée simultanément à un homme que ses actes depuis juin 40 désignent définitivement comme un traître, passé en quelques jours et sans plus d'état d'âme de la tutelle de Hitler à celle de Roosevelt. Tout se passe donc, écrit de Gaulle à ses principaux lieutenants, comme si une sorte de nouveau Vichy était en train de se constituer en Afrique du Nord sous la coupe des États-Unis. Je suis convaincu qu'après qu'aurait passé ce fleuve de boue, nous apparaîtrons comme la seule organisation française propre et efficace. Il fustige tout autant le comportement de Giraud qui, après avoir violé sa parole donnée au maréchal, s'est malheureusement compromis avec Darlan, et de rappeler avec fougue que ce sont les gaullistes qui ont aidé les Américains la nuit du débarquement, croyant que ceux-ci étaient d'accord avec nous. Tromperie qui le renforce dans l'idée que nous ne manquerons pas d'émerger à la fin, répète-t-il, comme la seule force nette et honorable sur laquelle on puisse bâtir le rassemblement de l'Empire dans le futur. Voilà, c'est sur ces bases que De Gaulle conclut pour longtemps, hein, jusqu'à la fin de ses mandats en 69, qu'il ne faut pas se reposer sur le bras américain, mais être libre de tout cela. Ouais, ensuite, page 709, Anthony Eden, le très francophile Anthony Eden, qui parlait fort bien français. 705, c'était un diplomate en même temps. Hein. 705. C'est pas ça. « 709. J'ai écrit mal. Alors, à cette date, c'est Anthony Eden qui a reçu à Washington pour des entretiens, des entretiens officiels au State Department, au département d'État, quoi, et à la Maison Blanche. Il est beaucoup question du sort de Gaulle et plus encore de l'avenir de la France et de l'Europe. Le chef du Foreign Office est vite édifié sur le traitement que l'administration entend les réserver. Dans le récit de ses rencontres successives avec Franklin Roosevelt et ses ministres ou conseillers, Cordell Hull, Sumner Wells et Harry Hopkins, au cours des 3 semaines qu'il passe outre-Atlantique, Eden ne cache pas sa stupéfaction, presque amusée, devant les plans de réorganisation du monde civilisé, et de la France en particulier, établis par ses alliés avec une désinvolture d'apprentis sorciers, imbus de leur suprématie, la suprématie américaine. On comprend mieux à la lecture de ce document stupéfiant pourquoi De Gaulle, envers qui Cordell Hull note son interlocuteur britannique, persistait dans son aversion et toujours considéré à Washington comme un hôte indésirable. À moins de s'aligner, ce qui ne saurait être le cas, sur les desseins de la grande puissance qui se sentant investie d'une nouvelle mission messianique, prétend régenter, comme au lendemain de la Première Guerre mondiale, le destin des autres nations. À leur intérêt, bien sûr. Ce qu'on découvre ici, et dont le général ne semble pas avoir eu connaissance immédiatement, n'est qu'atteinte délibérée à la souveraineté des États, comme prix de leur libération, volonté de les soumettre et de les insérer dans un ordre planétaire dont le géant américain détiendrait le contrôle exclusif. Visé pour le moins antinomique avec la vision de De Gaulle, sa conception de l'indépendance des peuples, l'idée qu'il se fait de la grandeur de la singularité de son propre pays, ainsi que des conditions requises pour assurer sa résurrection. Tout ce qui préfigure, en somme, son prochain combat contre un souverain déjà convaincu de ses droits à exercer sur la France
comme sur la Belgique, le Luxembourg, la Serbie, la Slovénie, une domination d'autant plus forte qu'elle bénéficierait de la mansuétude de ses vassaux. Les Américains ne voulaient pas voir instituer un organisme unique exerçant son autorité sur l'ensemble des Français, comme, même sans que lui fût reconnue la qualité de gouvernement, confirme Anthony Eden. Il préférait avoir affaire aux gens séparément et se réjouissait du différent Géraud de Gaulle. Il désirait aussi agir séparément vis-à-vis des Français du Pacifique et des Antilles. Je me demandais s'il y avait là un rapport entre le désir exprimé par le président de placer sous contrôle international un certain nombre d'îles du Pacifique. Cette dispersion de l'autorité étant contraire à ma doctrine, je profitais de toutes les conversations pour expliquer notre position. Les Britanniques préféraient avoir affaire à un organisme français unique, même s'ils ne le plaçaient pas exactement sur le même pied que les autres gouvernements européens en exil. Je déclarais inégalement inaccessible un autre projet américain qui confiait aux troupes alliées le soin d'administrer les territoires français à mesure qu'ils seraient libérés après le débarquement. Il me semblait que Roosevelt voulait garder entre ses mains toutes les ficelles de l'avenir de la France pour les tirer à sa guise et déterminer à son gré le sort de ce pays. Je préférais de beaucoup voir les autorités civiles françaises travailler en collaboration avec les Alliés dès que les choses seraient possibles. Le 15 mars, je dînais seul avec le président et Harry Hopkins. Roosevelt discourut sans contrainte sur la manière dont il envisageait les problèmes européens. Après la guerre, dit-il, les armements de l'Europe devraient être concentrés entre les mains de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la Russie. Les puissances plus petites ne devraient rien posséder de plus dangereux que des fusils. Il semblait ignorer la difficulté pourtant évidente du désarmement des pays neutres, mais je ne me pris pas ces réflexions très au sérieux. Il n'y apportait guère de commentaires. J'appréciais beaucoup ces conversations ainsi que le charme de la vivacité d'esprit du président, mais nos entretiens me laissaient perplexe. Roosevelt connaissait très bien l'histoire et la géographie de l'Europe. Sa passion de collectionneur de timbres n'était peut-être pas étrangère à cette science. C'est un peu léger pour connaître l'histoire. Mais les opinions académiques et cependant révolutionnaires qu'il bâtissait là-dessus étaient bien alarmantes dans leur manque allègre de sens commun. Il semblait imaginer qu'il jonglerait avec les pays d'Europe, alliés ainsi bien qu'ennemis, mais il le faisait avec tant de bonne grâce que l'on avait peine à le contredire. Il me faisait songer cependant à un prestidigitateur qui eût manié prestement des boules de dynamite sans en comprendre le danger. C'est assez bien vu. Alors, ensuite, page 440, Churchill à Washington. Churchill à 440. Non, 740. 740. Churchill à Washington. À Alger, tandis que Harold Macmillan, de plus en plus lucide sur la carence de Giraud, qu'il juge désormais si naïf, si pompeux, si stupide, et compare au blanc chevalier d'Alice au pays des merveilles, qui semblait vivre seulement dans les nuages, plaide à présent ouvertement la cause de De Gaulle. Seul Robert Murphy persiste dans son hostilité frénétique à l'homme de Londres, contre lequel il abreuve sans discontinuer à la Maison Blanche de documents présumés accablants. Les mêmes éléments à charge que Franklin Roosevelt et Gordon Hill s'empressent d'exhiber devant Winston Churchill lorsqu'ils le reçoivent à Washington le 11 mai 1943, à la veille d'une nouvelle conférence stratégique. Toujours hautement vulnérable à l'influence américaine, le Premier ministre se laisse intoxiquer par le flot d'accusations en tout genre que le président américain déverse sur son protégé, considéré comme un véritable danger public en raison de son complexe messianique. Roosevelt, jugeant le comportement de la mariée de plus en plus insupportable, suggère de nommer De Gaulle gouverneur de Madagascar au lendemain de la libération, quand les armées alliées prendront pendant au moins 6 mois la direction politique de la France. Churchill est ébranlé. Il proclame sérieusement cette fois sa volonté d'en finir avec celui qu'il compare de son côté à un jeune chien qui mord maintenant la main qu'il a nourrie. Assiégé par ses hôtes et rattrapé lui-même par ses vives rancœurs, Churchill
avertit solennellement le 21 mai par un télégramme Anthony Eden et le vice-premier ministre Clement Attlee, tous deux abasourdis, que la question de De Gaulle a pris un tour extrêmement grave, qu'il dispose de rapports édifiants sur ses propos anglophobes partout où il est passé, sa volonté de s'appuyer à l'avenir sur la Russie, peut-être l'Allemagne, et de faire alliance avec le mouvement communiste de France. Considérant qu'on ne peut laisser ce gaffeur, cet empêcheur de tourner en rond, poursuivre ses néfastes activités, il leur demande d'examiner d'urgence la possibilité d'éliminer dès maintenant De Gaulle en tant que force politique. Il se déclare tout à fait disposé à montrer à tout le monde que le mouvement de résistance en France, qui est au cœur même de la mystique gaulliste, ne s'identifie plus à cet homme vaniteux et malveillant. Ce regain d'hostilité, poussé jusqu'à la version la plus délirante, est confirmé par une conversation le même jour à la Maison Blanche avec Alexis Léger, ou Saint John Perse, voilà, ou le poète. Il aurait mieux fait de rester poète plutôt que politicien, où Churchill se déchaîne contre le général, personnage égoïste, follement orgueilleux, prétention, peu loyal, anti-anglais, anti-américain, puéril, qui prépare une guerre civile en France et a fait alliance avec les communistes dans ce but. Pour finir, le Premier ministre se déclare à son tour partisan d'un gaullisme sans De Gaulle. Voilà, donc la chaude ambiance continue. À page 759, manœuvre de De Gaulle. Page 759. Entre-temps, l'apaisement auquel il s'était engagé auprès de Macmillan vient d'être sérieusement compromis par les nouvelles instructions de la Maison-Blanche au général Eisenhower, lui ordonnant de ne reconnaître de De Gaulle aucune autorité dans le domaine militaire réservé exclusivement à Giraud. J'en ai assez de De Gaulle et de ses machinations secrètes et personnelles, vient de télégraphier Roosevelt à Churchill. Il n'y a pas de possibilité de travailler avec lui. Je suis d'accord avec vous. Il faut s'en débarrasser. La traduction insultante d'une méfiance fondamentale résume Macmillan, qui s'entend avec Eisenhower pour régler la question simplement et discrètement, tout en présentant un beau charivari. Le commandant en chef des forces anglo-américaines ne partage pas l'hostilité de principe du président Roosevelt contre De Gaulle. Mais en dépit de son embarras, il convoque les deux généraux français le 19 juin pour leur signifier, à De Gaulle surtout, dans les termes les plus diplomatiques possibles, qu'aucun changement ne saurait intervenir dans l'organisation actuelle du commandement en Afrique du Nord, avant de la très importante opération en préparation essentielle pour la libération de la France et de l'Europe. En conséquence, de quoi le général Giraud conservera la disposition entière et absolue des troupes françaises et sera le seul à traiter avec lui et de tous les sujets militaires en Afrique du Nord. De Gaulle récuse sur le champ cette interférence d'une puissance étrangère dans l'exercice des pouvoirs français et déclare qu'il s'en remettra à l'avis du comité avant de prendre congé. Le ton de la conversation n'a cessé d'être très calme et très calculé de part et d'autre, indique-t-il dans le compte-rendu de l'entretien établi par ses soins. Aucune situation ne peut davantage lui profiter, ni mieux inciter à reprendre la lutte que cette mise en demeure. Lui qui s'est érigé depuis 3 ans en seul garant de la souveraineté nationale et de l'intégrité française. Le voilà en quelque sorte non seulement légitimé dans ce rôle, mais justifié dans ses craintes et ses prédictions. Cet ultimatum de la toute-puissante Amérique constitue tout à la fois la démonstration éclatante d'une volonté d'hégémonie sans limite et la preuve que les Alliés confondent à l'excès protection et coopération. C'est aussi un argument fatal contre l'homme du palais d'été, le Giraud. Le 21 juin, les membres du CFLN, Comité français de libération nationale, décident, conformément au souhait de De Gaulle, de passer outre à l'injonction d'Eisenhower et de s'abstenir de toute réponse. L'autorité de Gaulle en sort renforcée et résolument de Giraud accru d'autant. L'isolement de Giraud accru d'autant. Après une trentaine d'heures de débat, les 14 finissent par s'accorder
sur un compromis inspiré par Jean Monnet, auquel Giraud se résigne et dont de Gaulle feindra de s'accommoder, jugeant qu'en la circonstance la moins mauvaise solution réside dans le statu quo. Statu quo tout à son avantage néanmoins, puisqu'il lui vaut, sans rien retirer à Giraud de ses fonctions présentes, ni supprimer la diarchie en place, d'obtenir la présidence d'un comité militaire permanent, chargé de l'organisation de l'armée et de la conduite de la guerre. Système hybride et transitoire qui ne résout en rien, dans la mesure où Giraud garde le commandement des forces de l'armée d'Afrique du Nord et de Gaulle le contrôle exécutif de la France combattante, mais dont seul le second peut espérer tirer à terme quelques profits. Pour n'être pas aussi complet qu'il l'espérait, la victoire de Gaulle n'en est pas moins réelle et perçue comme telle à la Maison-Blanche et au 10 Downing Street. L'arrangement français y est accueilli avec une irritation extrême, d'autant que les possibilités d'une rupture définitive avec l'autocrate paraissent désormais plus limitées. Non que Churchill, et moins encore Roosevelt, soient tentés de désarmer, la réaction du président américain à la démission forcée du gouverneur Boisson le 25 juin est d'une telle violence qu'il menace d'envoyer les troupes à Dakar. Mais le poids des opinions publiques anglaises et américaines, toujours aussi favorables au chef de la France libre, la pression des entourages, notamment à Londres, sans parler des faits eux-mêmes, ne vont cesser de limiter la marge de manœuvre des deux dirigeants alliés. Et oui, les faits sont têtus. Alors, comme on dit. Alors, page 765, besoin de pouvoir. Alors, page 765. Après la réunion informelle du CFLN, le 27 juillet, en guise de bienvenue, De Gaulle passe à l'offensive 2 jours plus tard. Écartant toute idée de coup de force, l'Arminat s'est dit prêt à intervenir manu militari en cas où. Il a choisi de négocier, mais à sa manière, devant les membres du CFLN, balayant un ultime tentative du général Giraud de la réduire à un rôle consultatif, il remet en cause le système de coprésidence en exigeant que Giraud qu'il s'en tienne désormais à ses seules attributions militaires. Il s'agit de savoir si vous devez donner des solutions logiques aux problèmes ou obéir pour des solutions hybrides à la volonté de l'étranger. L'outrage est délibéré. Giraud s'en émeut en vain. Quoi qu'il en soit, la crise est rouverte. Elle dure jusqu'au 2 août, date à laquelle, de plus en plus isolé, Giraud consent de guerre lasse à une ultime redistribution des pouvoirs. Il renonce à la coprésidence du CFLN pour toutes les affaires de politique générale, ne gardant la direction des débats que pour les seules questions de défense nationale. Celles-ci constitueront cependant de relevé du comité militaire mis en place le 27 juin et dont De Gaulle se réserve le contrôle. La subordination de l'autorité militaire au pouvoir politique est ainsi officiellement reconnue. En contrepartie, le général Giraud se voit confier le haut commandement de l'ensemble des forces françaises, des Français libres inclus. Satisfaction qui ne va pas cependant sans quelques contraintes supplémentaires. La constitution d'un état-major gaulliste, Koenig, Valin, Auboineau y figure en première ligne, et la présence à ses côtés d'une sorte d'assistant qui prend le titre de commissaire adjoint à la défense et siégera au CFLN, le général Le Gentilhomme, un des premiers compagnons de l'homme du 18 juin. À cette date, De Gaulle dispose de tous les pouvoirs, y compris ceux qu'il a délégués pour un temps au général Giraud. Voilà, c'est balayé quoi, le Giraud. Voilà, entre-temps, il y avait aussi le Darlan, mais il sera assassiné dans un contexte flou, on dira. Alors, donc plus de Giraud, plus de Darlan, plus que De Gaulle. Page 66, page 777, De Gaulle et les siens. Ah, te voilà, lance-t-il sur le même ton
de remontrance un peu moqueur en guise de mot d'accueil à chacun de ses neveux. Roger et Bernard de Gaulle, lorsqu'il les voit arriver, l'un à Londres, l'autre à Alger. Avant de les renvoyer illico, le premier se former dans une école de cadets près de Birmingham, le second se battre sur le front italien. Aucun favoritisme, au risque d'être même désavantagé par leur patronyme. Ni Philippe de Gaulle, ni son cousin Michel Caillot ne seront faits compagnons de la libération, malgré leur engagement. Le général a beau être fier de celui de son fils, dont la marine a adressé ici et là à son cher vieux garçon, comme il l'appelle, les messages d'encouragement d'un père affectionné. Il veille pour le reste à ne lui réserver aucun traitement particulier. Il ne l'a pas revu depuis des mois lorsqu'il le retrouve à Plymouth en janvier 1943, lors d'une tournée d'inspection. Philippe n'est pas convié en tant que simple aspirant au déjeuner avec les autorités locales. Son père le convoque en tout dernier moment pour un bref tête-à-tête dans un petit bureau. Je vais bien, constate-t-il, ma mère et mes deux sœurs aussi, et lui-même, comme je vois. On ne s'entend donc s'étend donc plus sur le sujet. Le général n'est guère plus loquace quand il apprend par intervalle de mauvaises nouvelles concernant tel ou tel de ses proches. Un soir de juillet 1943, il entre dans la chambre de son neveu Roger, venant passer quelques jours de permission à Alger, pour l'informer que sa sœur Geneviève avait été arrêtée. Il était très ému, raconte celui-ci. Mais ce n'est pas le genre à montrer sa peine et son attachement. Entré dans la clandestinité 2 ans plus tôt, en ayant rejoint le réseau du musée de l'homme, Geneviève multipliait les missions de renseignement quand elle a été dénoncée par un traître, comme sa future compagne de captivité, Germaine Tillon. Interpellée par 2 gestapistes français, elle a été transférée à la prison de Compiègne avant d'être déportée à Ravensbrück en janvier 1944, dans le convoi dit des 27 000. Geneviève, appréhendée au retour de la première messe de Notre-Dame dans une librairie de la rue Bonaparte, qui lui servait de boîte aux lettres, n'a pas cherché à cacher son identité. Oui, je m'appelle Geneviève de Gaulle. Ou, au moment de monter dans le train de Compiègne, à l'énoncé de son nom par le soldat allemand qui font l'appel, toutes ses camarades de détention ont aussitôt applaudi. Au cours de cette même période, Marie-Agnès, la sœur du général, et son mari Alfred Caillot sont arrêtés à leur tour pour complicité avec des résistants et interrogés par la Gestapo rue des Saussets. Elle conduit à la prison de Fresnes, lui envoyé à Buchenwald, d'où il ne sortira très affaibli qu'en février 1945. C'est de justesse que 2 des frères de Charles de Gaulle, Xavier et Jacques, ce dernier paralytique, transféré au-delà de la frontière par une équipe de résistants, dont le futur abbé Pierre, sont parvenus à échapper au même sort en trouvant refuge en Suisse. Quant à Pierre de Gaulle, le dernier de la lignée, il n'a cessé d'être placé sous la double surveillance du pouvoir et de l'occupant. D'abord à Vichy, où il a poursuivi ses activités à la direction de la Banque de l'Union parisienne jusqu'en octobre 1940, puis à Lyon jusqu'en novembre 1942, où il a comparu devant le tribunal vichyste avant d'être relâché. Il sera finalement arrêté par la police allemande, cette fois à Paris, et déporté à son tour en août 1943 au camp d'Eisenberg dans les Sudètes, en compagnie de Michel Clemenceau, le fils du Tigre, et du colonel de la Rocque, l'ancien dirigeant des Croix de Feu. Il est très rare que le général évoque le sort de ses proches, et s'il le fait, c'est sans rien livrer de son inquiétude, en se limitant à une simple allusion. À l'issue d'une séance du comité de libération à Alger, son secrétaire Louis Jox le voit tourner dans la salle du conseil, observant qu'il n'est pas parti le premier, contrairement à son habitude. Nous sommes tous les 2 seuls, je brûle des papiers abandonnés par l'un ou par l'autre. Je lui demande si sa voiture est en retard. Il faut en appeler une autre. De Gaulle répond non, que non. S'attarde un instant encore et ajoute simplement « Je viens de recevoir des nouvelles de ma sœur ». Voilà. Donc, page 798, Résurrection.
798. Gage de continuité démocratique, l'Assemblée consultative sera composée de 25 anciens parlementaires de la Chambre des députés et du Sénat, choisis par leurs pairs, se trouvant hors de France, et qui auront en commun d'avoir refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 40. Parmi eux, Jules Mock, Vincent Auriol, Pierre Cotte, Henri Queuille, Louis Jacquinot. À ces personnalités emblématiques s'ajoutent 12 délégués des conseils généraux des départements et colonies libérées. Symbole de la France combattante, la nouvelle Assemblée réservera la plus grande place aux représentants de la résistance intérieure, désignés par le CNR, le Conseil national de la résistance, en accord avec les mouvements et ceux de la résistance extramétropolitaine. 40 sièges pour les premiers, 12 pour les seconds. Quelques pionniers de la France libre, comme René Cassin et René Capitan, y côtoieront les fondateurs des premiers réseaux, Henri Freinet, Emmanuel Dastier, Jacques Médéric ou André Auriou. Le cégétiste Georges Buisson voisinera ici avec le monarchiste André Dastier et le RP Carrière, avec le très anticlérical Cerf Ferrière. Une seule femme parmi eux, Lucie Aubrac. Au total, une assemblée sans doute représentative de l'opinion nationale en lutte contre l'occupant, mais si massivement de gauche que le général ne tardera pas à s'inquiéter d'un trop grand déséquilibre entre ces diverses composantes. Le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, sera mobilisé dès les services secrets, sera mobilisé dès le surlendemain pour remédier au mieux, sur ordre d'Alger, à cette anomalie. Il est urgent que le comité exécutif trouve équilibre politique par adjonction de députés modérés prévus par ordonnance constitutive. Il est probable que 5 sièges réservés aux modérés resteront vacants. Le général estime que impossible voie, c'est un télégramme, soit effectuée pour faire sortir parlementaires modérés représentatifs ayant voté contre Vichy, tels Oberkitsch, Robert Schuman, Louis Marin, Lionel de Moustier, Champetier de Ribes. Présence des deux premiers aurait notamment meilleur effet. Le 3 novembre 1943, au début de l'après-midi, les membres de la nouvelle Assemblée prennent place dans le petit hémicycle du palais Carnot, qui jouxte le port d'Alger. Ils ne sont qu'une cinquantaine pour cette séance inaugurale. Beaucoup de délégués n'ont pu rejoindre à temps l'Afrique du Nord. La plupart des présents sont des novices, souvent des combattants de l'ombre, assez impressionnés de se trouver là. Les plus chevronnés ont au fait de retrouver leurs habitudes promptes dans la coulisse, à manœuvrer les moins expérimentés, à se répartir les rôles entre groupes et commissions, à se disputer les présidences et vice-présidences. Pour le reste, on a veillé à restaurer scrupuleusement le cérémonial du Parlement. À 15 heures, le doyen d'âge, ce syndicaliste Georges Buisson, gagne la salle des séances au bruit des tambours, entre deux rangées de gardes qui lui présentent des armes. L'officier s'allonge de l'épée, puis il s'installe au perchoir qui domine, comme de tradition, la tribune des futurs orateurs. Sur ce, entre De Gaulle, accompagné de Giraud, l'Assemblée se lève émue à l'extrême. Dans la tribune, réservée au corps diplomatique, 3 hommes observent la scène. L'ambassadeur d'Union soviétique nouvellement établi à Alger, Alexandre Bogomolov, ainsi que Harold Macmillan et Robert Murphy, qui n'auraient pas cru quelques mois plus tôt pouvoir assister un jour à l'avènement d'une république gaulienne. Et c'est sous le regard d'une centaine de journalistes français et étrangers, massés dans les galeries, que s'opère cette résurrection spectaculaire et quelque peu insolite des institutions démocratiques françaises, orchestrées par un général en uniforme, toujours suspecté de visée dictatoriale. Alors, donc page 803, prémisse de la piteuse 4e République. Alors, page 803. Mais au moment où la vie parlementaire reprend son cours,
l'enthousiasme du dirigeant de combat que rien ne prédispose à une carrière politique est tempéré par une observation somme toute prémonitoire. Allons-nous vraiment vers ce profond renouvellement qu'il souhaite et à la France avec lui, se dit-il. Dans les couloirs, après la séance, ce n'est pas cela qu'on parlait, mais de l'élection du premier président de l'Assemblée. La résistance présente André Auriou, l'un des chefs régionaux de combat, professeur de droit. Il n'appartient à aucun parti politique et semble devoir recueillir tous les suffrages. Mais on lui oppose Félix Gouin, membre du Parti socialiste, rompu aux manœuvres politiciennes. L'on sent bien que la compétition est déjà ouverte entre la France d'hier et celle de demain. La suite ne lui donnera pas tort. Donc voilà, c'est sur ces bases-là que se formera ensuite la 4ème République. Alors page 810, fin de Giraud. 810. Bon, c'était déjà quasi fini, Giraud. Alors, la vérité oblige à dire que ce dénouement fait à l'image de la lutte menée par De Gaulle, 3 années durant, contre chacun de ses rivaux, implacable et d'un cynisme consommé. La composition actuelle du CFLN ne correspond plus à la situation nouvelle créée par la présence à Alger de l'Assemblée, indique-t-il le 4 novembre à Henri Freinet, qu'il a convoqué Villa Glycine aux premières heures du jour pour lui proposer d'entrer au gouvernement. Il est essentiel que notre comité soit aussi semblable que possible à l'image de la France nouvelle qui est en train d'émerger des profondeurs. Le message est d'autant plus clair pour que Charvet c'est le nom de guerre d'Henri Freinet, qu'il a appris par René Capitan que l'élimination des supporters du général Giraud était imminente. Le surlendemain, le processus est enclenché. Ce jour-là, De Gaulle obtient la démission collective des membres du CFLN sous le prétexte d'opérer plus librement le futur remaniement. Giraud n'y voit pas malice. Seul le général Georges hésite à obtempérer. Le 9, le nouveau cabinet est constitué. Faute d'un accord avec les communistes, De Gaulle n'a guère modifié son équipe. Freinet, d'Astier, Mendès France sont les seuls arrivants, chargés respectivement des prisonniers, déportés et réfugiés de l'intérieur et des finances. Les finances pour Mendès France. C'est le général qui a sollicité personnellement Mendès dans un télégramme, se comprimant par ces mots. Compte sur votre présence immédiate à Alger, amitié. Quant à Dastier, il a dépêché Jox pour lui proposer son poste avec cette consigne. Allez faire un tour chez Dastier. Je pense à lui pour l'intérieur. Il connaît bien le terrain. Laissez-le lui entendre. L'intéressé se faisant prier, De Gaulle demande à Jox de lui ouvrir le portefeuille de l'information. Vous verrez bien, Dastier songeur accepte naturellement l'intérieur, rapporte le messager. Aux membres fondateurs du comité, Philippe chargé des rapports avec l'Assemblée, Pleven des colonies, Catroux des affaires musulmanes, Dietlem du ravitaillement et de la production, Tixier du travail, Messigli des affaires étrangères, Monet nommé commissaire en mission aux États-Unis, se sont ajoutés depuis leur venue à Alger dans les derniers mois, un des principaux animateurs du comité général d'études, François de Menton, à la justice, le socialiste André Le Troquier, à la guerre et à l'air, le leader des gaullistes algérois, René Capitan, à l'éducation nationale, un député conservateur de Lorraine, Louis Jacquinot, et l'une des figures inamovibles de la Troisième République, le radical Henri Queuille, promu vice-président du comité et à ce titre chargé de représenter le général en cas d'empêchement. 4 des commissaires précédents ont quitté le gouvernement. 2 à leur demande, semble-t-il. Le docteur Abadi, le général Le Gentilhomme. 2 autres ont été écartés, le général Georges et Giraud. Du même coup, la présidence du CFLN est à jamais sortie de ce que l'auteur des Mémoires de guerre appelle sa bicéphalie, comme s'il s'était agi d'une nouvelle pathologie, enfin conjurée. Voilà. Donc, page 339, Lamgotte. Alors, Lamgotte.
Le facteur le plus déterminant pour De Gaulle tient probablement à la menace qui se précise d'une mise sur tutelle des territoires libérés par l'administration américaine. Baptisé Hamgot, le système échafaudé par le haut commandement allié considérait officiellement une occupation militaire à titre provisoire. Mais dans le premier territoire européen, la Sicile a été passée en juillet 1943 sous le contrôle anglo-américain. Cet Hamgot s'est aussi appliqué à l'ensemble des services civils et au gouvernement. Face à cette perspective apparemment irrévocable, le comité d'Alger a engagé des négociations qui sont restées sans effet. Ces propositions du 7 septembre visant à distinguer entre zones de combat où l'autorité militaire interalliée disposerait des pleins pouvoirs et zones dites de l'intérieur confiées à l'autorité française compétente n'ont reçu aucune réponse. De Gaulle a fait savoir en vain à Londres et à Washington par ses représentants Henri Hopnaud et Pierre Viennot que le CFLN refusait de cautionner une telle opération qui aboutirait en somme à substituer une occupation à une autre. Tout est prêt cependant pour sa mise en application le lendemain du débarquement. Les agents sont déjà à l'entraînement en Virginie pour administrer la France. Le moment venu, et le Trésor américain a fait imprimer des billets de banque portant la mention Allied Military Concurrency et qui seront utilisés le temps nécessaire à la place de la monnaie française. Jean Monnet, commissaire en mission aux États-Unis, a été informé de cette dernière initiative à son arrivée dans la capitale en novembre 1943. Il a aussitôt prévenu le War Department de ses graves conséquences et depuis lors, des négociations se sont engagées sans succès. Roosevelt refusant en tout état de cause que la France puisse émettre sa propre monnaie tant qu'il n'était pas le gouvernement français libre. Autrement dit, susceptible d'être dirigé par quelqu'un d'autre que De Gaulle, qu'il juge curieusement sur le déclin. Dans l'esprit du chef de la Maison-Blanche, comme le souligne son biographe André Caspi, d'autres forces politiques pourraient surgir qui remettraient De Gaulle à sa véritable place, et la majorité des Français n'ont pas encore décidé s'ils choisiront ou non De Gaulle et son comité pour les diriger. Il est vrai que son conseiller le plus écouté, l'inamovible amiral Leahy, trouvera encore le moyen de certifier à Roosevelt en février 1944 qu'à l'arrivée des troupes alliées en France, la personne la plus sûre qui puisse nous aider à rassembler les Français est le maréchal Pétain. Avec de tels informateurs, De Gaulle n'attend pas d'être définitivement fixé sur les intentions des Alliés pour promulguer une série d'ordonnances destinées à régler l'organisation des pouvoirs et l'exercice de l'autorité au cours de la libération. Parmi les plus décisives, la nomination le 10 janvier 1944 de 17 commissaires régionaux de la République et de plusieurs préfets, dont celui de la Seine, chargé de prendre toute mesure propre à assurer la sécurité des armées françaises et alliées, à pourvoir à l'administration du territoire, à rétablir la légalité républicaine et à satisfaire aux besoins de la population. Et le 21 avril, l'annonce de la formation de mouvements venus de l'Assemblée constituante, du rétablissement des conseils municipaux et généraux supprimés par Vichy et du droit de vote accordé aux femmes, comme le général s'y était engagé dès 1942. Autant de preuves supplémentaires de sa volonté de restaurer aux métropoles la légalité républicaine et démocratique. Alors, page 870, fausse monnaie. 870. La monnaie de Lamgot. Voilà. Donc j'ai passé sous silence pas mal d'étapes. L'épisode Jean Moulin qui est très important, etc. Enfin bon, autant lire tout le livre à ce moment-là. Ensuite, page 870, donc, je vous disais la fausse monnaie. À son arrivée à Portsmouth, dans la matinée du 4 juin, Churchill vient l'accueillir sur le ballast, les bras grands ouverts, boudinés dans un curieux uniforme bleu de colonel de la Royal Air Force. Le Premier ministre est ruisselant d'effusion face à son compagnon de guerre qui affiche sa raideur coutumière.
De Gaulle, qui vient d'apprendre l'entrée dans Rome des armées françaises aux côtés des Alliés, a pourtant toute raison d'être d'humeur triomphante. Mais la présence dans ce comité d'accueil aux côtés d'Anthony Eden et d'Ernest Bevin, le secrétaire militaire du cabinet, d'un troisième homme, le maréchal Smuts, chef du gouvernement sud-africain, suffisent d'emblée à la contrarier. Le général n'a pas oublié les déclarations de Smuts affirmant quelques mois plus tôt que la France ne retrouverait vraiment son rang dans une grande puissance et n'aurait pas d'autre choix que d'être hébergée par le Commonwealth. Les premiers échanges se passent bien, néanmoins. De Gaulle, entouré de Bétoir et de Vienno, prend place dans le wagon face à Churchill, autour d'une grande table recouverte d'un tapis vert. Le Premier ministre ouvre la séance en se réjouissant de la présence des autorités françaises, heureux de pouvoir les mettre ainsi au courant de l'opération sur le point de se déclencher. Il estime qu'il eût été du plus mauvais effet qu'elles n'en soient pas informées, alors qu'il s'agit de libérer leur pays. Puis il entre dans les détails du débarquement prévu dont la date exacte n'est pas définitivement fixée. Il précise les lieux qui ont été choisis entre la Seine et le Cotentin. Les forces qui seraient engagées, 35 divisions de premier ordre, 11 000 avions, 4 000 navires. Il conclut son intervention en demandant à De Gaulle d'adresser le jour J un message d'encouragement au peuple français afin de créer l'incertitude chez l'ennemi. Ce à quoi le général consent volontiers, satisfait d'avoir été convié à partager ce moment d'une importance exceptionnelle, avant d'exprimer au Premier ministre sa gratitude et de saluer son courage et sa détermination. Tout commence à se gâter à l'issue du déjeuner, servi dans un wagon voisin, quand Churchill propose de parler politique. Le général, qui s'est efforcé depuis son arrivée de faire bonne figure, bien que son entourage l'ait senti de plus en plus tendu, ulcéré, d'être ainsi invité en spectateur, s'étonne sèchement de la suggestion du Premier ministre. Politique, pourquoi Churchill a un peu interloqué par la vivacité de sa réaction, se hasarde alors à évoquer le dossier explosif de l'Amgot et la nécessité de trouver un terrain d'entente avec le président américain. Il souligne que le général aurait tout intérêt à se rendre pour cela aux États-Unis, comme si c'était à lui seul d'en décider. De Gaulle lui rétorque qu'il est venu à Londres avec ses principaux collaborateurs, mais sans aucun de ses ministres, pour parler du seul sujet prévu, le débarquement, et qu'il n'y a aucune urgence à ouvrir un autre débat. Rien ne presse, laisse-t-il tomber, impassible. En ce moment, mieux vaut être ici qu'à Washington. Et comme Churchill se fait plus insistant, il le renvoie dans ses cordes sans ménagement. C'est la guerre, faites la guerre. Le heurt éclate très vite après. Eden ayant proposé l'ouverture de négociations préliminaires à Londres avec le représentant américain, si le général se déclare prêt à aller à Washington, le travailliste Ernest Bevin, membre lui aussi du cabinet de guerre, croit bon d'ajouter que son parti serait offensé si cette offre était rejetée. Comment expose De Gaulle, en le fusillant du regard. Nous avons envoyé des propositions depuis septembre dernier. Vous ne nous avez jamais répondu. Il est clair que le président n'a jamais voulu me voir. Et voilà que tout d'un coup, on me dit qu'il faudrait que j'aille lui parler. Pourquoi semblez-vous croire que j'ai apposé devant Churchill ma candidature pour le pouvoir en France? Le gouvernement français existe. Il n'a rien à demander dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, non plus qu'à la Grande-Bretagne. Comme demain les armées vont débarquer, je comprends votre hâte à avoir réglé la question. Nous-mêmes, y sommes prêts. Mais où est pour ce règlement le représentant américain? D'ailleurs, je note que les gouvernements de Washington et de Londres ont pris leurs dispositions pour se passer d'un accord avec nous. Je viens d'apprendre, par exemple, qu'en dépit de nos avertissements, les troupes et les services qui s'apprêtent à débarquer sont munis d'une monnaie de soi-disant française, fabriquée par l'étranger, que le gouvernement de la République ne reconnaît absolument pas, et qui, d'après les ordres du commandant interallié,
aurait cours forcé en territoire français. Je m'attends à ce que demain le général Eisenhower, sur instruction du président des États-Unis et d'accord avec vous-même, proclame qu'il prend la France sous son autorité. Comment voulez-vous que nous traitions sur ces bases? Allez faire la guerre avec votre fausse monnaie. La réplique de Churchill ne se fait pas attendre. Comment voulez-vous que nous, Britanniques, prenions une position séparée de celle des États-Unis? Nous allons libérer l'Europe, mais parce que les Américains sont avec nous pour le faire. Car sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Chaque fois qu'il nous faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. Voilà, les données sont bien précisées. Alors, page 883, Bayeux. 883. Dernier passage. L'accueil de Bayeux est cité réputée conservatrice. Alors, de Bayeux, enfin, cité réputée conservatrice, et qui a été plus épargné par les bombardements que le reste de la Normandie, n'est pas celui de Douala ou d'Ajaccio, chaleureux et sympathique, mais nullement délirant, selon Coulet. Un peu comme si, tenue bourgeoise, robe claire, quelques gendarmes, point de soldats, un dignitaire républicain et très populaire était venu, par un bon dimanche des temps de paix, inaugurer une foire-exposition. Rien qui rappela les excès de la Corse. D'autres témoins décrivent une foule de plus en plus nombreuse dans la grande rue de la ville. Les habitants ovationnant De Gaulle aux fenêtres, lui s'arrêtant pour serrer les mains, embrasser un enfant. Rassuré par ces témoignages d'allégresse et de reconnaissance, Palevski les plus encore par le ralliement précipité des notabilités locales. Quand je suis arrivé, tout d'un coup, deux ecclésiastiques que l'on me dit, ce sont les évêques de Bayeux et de Lisieux qui viennent me rendre visite au général de Gaulle. Je compris que la partie était gagnée. Le clergé ne s'aventure pas. Entrant à la sous-préfecture, je montrai d'un geste sévère au sous-préfet le portrait du maréchal Pétain. « Pardon, me dit-il, en s'empressant de le décrocher. 2000 personnes sont massées sur la place du château quand le général juché sur une petite extrade est flanqué de Bettencourt et Koenig prend la parole après l'annonce faite au micro par un Maurice Schumann très ému sous un béret de capitaine. Honneur et patrie, voici le général de Gaulle. Son discours est un appel à continuer le combat, à poursuivre cette guerre particulièrement dure, guerre clandestine, guerre sans armes, jusqu'à ce que la souveraineté de chaque pouce du territoire français soit rétablie. Ce que personne ne nous empêchera de faire, conclut-il. C'est d'Isigny, l'étape suivante à 30 km de là, que le général ramènera les images les plus poignantes de la bataille de France. La ville est en ruine, rasée presque en totalité par les bombardements. Il circule en jeep à travers les décombres encore fumants, d'où les sauveteurs continuent d'extraire des cadavres. Puis il fait halte devant le monument mort, où les rescapés sont venus acclamer ce libérateur qui leur adresse, les bras levés vers eux, les paroles d'espoir et de foi, avant d'entonner ensemble la Marseillaise dans ce décor tragique. Le général reprend le bateau le soir même, après s'être arrêté à Grand-Camp, un petit port de pêche détruit lui aussi, et avoir salué en cours de route les détachements des troupes alliées qui cheminent vers le front, mêlés à des éléments des forces françaises de l'intérieur. Tu vois, il fallait mettre les Alliés devant le fait accompli, confie-t-il à Bettencourt, durant le voyage de retour. Nos autorités nouvelles sont en place. Tu verras qu'ils ne diront rien. La souveraineté nationale est pratiquement assurée. Nous pouvons rentrer à Alger. L'accueil qui lui sont réservés, que lui ont réservé les populations normandes, n'est pas passé inaperçu à Londres et à Washington. Le gouvernement britannique, à travers lui, l'administration américaine, ne peuvent que prendre acte du succès de la démonstration, saluée par la presse anglaise comme simple et spontanée. Le lendemain, le général Marshall, chef d'état-major de l'armée de terre des États-Unis, qui vient de se rendre sur les plages de débarquement, alerte à son tour le secrétariat d'État à la guerre, Henry Stimson.
après son voyage à la tête de pont, De Gaulle sont plus forts que jamais. Voilà, donc dans ce livre qui est très très complet, j'ai choisi des passages qui évoquent le personnage pour faire une introduction à ce petit roman-là. Mais bon, les sujets évoqués, les sujets traités plutôt, hein, profondément traités dans ce livre, bah, il faut les lire. Il y a presque 1000 pages à lire, c'est très 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 intéressant. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt là, parce qu'on on va rassembler proche à proche les sujets pour éviter que ce soit dilué sur les semaines, quoi. Voilà, je vous dis donc, je crois à demain. Voilà, à très bientôt.